Imagine un instant que tu es assis face à quelqu'un que tu aimes profondément, quelqu'un avec qui tu as partagé des repas, des fêtes, des souvenirs d'enfance. Et pourtant, chaque fois que tu quittes cette personne, tu te sens vidé, blessé ou simplement moins toi-même. Tu rentres chez toi avec ce sentiment étrange de honte, de colère rentrée ou d'une tristesse que tu n'arrives même pas à nommer. Et tu te demandes de tout bas si tu as le droit de ressentir ça. Si tu as le droit de t'éloigner, si tu as le droit surtout de te protéger. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de difficile. De quelque chose dont on parle peu parce que ça touche à ce que la société considère comme sacré. Nous allons parler des relations toxiques au sein de la famille et de la question qui en découle naturellement, quand est-il juste, quand est-il nécessaire de couper le contact, même avec un parent, même avec quelqu'un que tu as aimé de tout ton cœur. Je veux d'abord te dire quelque chose d'important avant même de commencer. Ce sujet n'est pas là pour t'encourager à fuir les conflits ni à te donner une permission facile de rompre les liens dès que les choses deviennent inconfortables. Non, ce sujet est là pour t'aider à comprendre, à réfléchir, à sentir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Parce que couper le contact, quand ça arrive, ce n'est jamais une décision légère. C'est souvent le résultat d'années de souffrances silencieuses, de tentatives répétées, d'espoirs déçus. Et c'est une décision qui révèle quelque chose de profond sur toi-même, sur ta façon d'aimer, sur ta capacité à te respecter. Je suis psychiatre et je travaille depuis de nombreuses années avec des patients qui souffrent dans leurs relations les plus proches. Et je peux te dire que parmi toutes les formes de douleur psychologique que j'ai rencontrées, celle qui naît au sein de la famille est l'une des plus complexes, l'une des plus déstabilisantes, parce qu'elle touche à notre identité la plus profonde. Nous sommes nés dans ces relations, nous avons appris à exister à travers elles, et quand elles nous font du mal, nous ne savons plus très bien qui nous sommes. Alors aujourd'hui, je t'invite à cheminer avec moi. Pas pour trouver des réponses toutes faites, mais pour comprendre, pour avoir les mots, et peut-être pour commencer à te faire confiance. Commençons par quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qu'une relation familiale saine? Parce que pour savoir quand quelque chose ne va pas, il faut d'abord savoir à quoi ressemble quelque chose qui va bien. Une relation saine, même dans une famille, même avec toutes les imperfections humaines que cela implique, repose sur quelques piliers essentiels. Le premier, c'est le respect mutuel. Pas l'accord sur tout, pas l'harmonie parfaite, mais un respect fondamental de l'autre en tant que personne. Le deuxième, c'est la possibilité d'exprimer ce qu'on ressent sans être puni pour ça. Le troisième, c'est une certaine réciprocité, un sentiment que la relation nourrit les deux personnes, pas seulement l'une d'elles. Et le quatrième, peut-être le plus important, c'est la capacité de réparer. Parce que dans toute relation, il y a des blessures, des maladresses, des moments difficiles. Ce qui distingue une relation saine d'une relation toxique, ce n'est pas l'absence de conflit. C'est la capacité à revenir l'un vers l'autre après, à reconnaître, à s'excuser, à grandir ensemble. Quand ces piliers sont absents, quand ils ont toujours été absents ou quand ils ont été détruits progressivement, quelque chose se passe dans notre intérieur, quelque chose commence à se fissurer. Je pense à une femme que j'appellerais Marguerite. Elle avait la cinquantaine et elle venait me consulter pour ce qu'elle décrivait comme une fatigue chronique et une tristesse diffuse. Elle dormait mal, elle avait du mal à se concentrer, elle ne prenait plus plaisir aux choses qu'elle aimait autrefois. Quand nous avons commencé à explorer sa vie, j'ai remarqué quelque chose. Chaque fois qu'elle parlait de sa mère, sa voix changeait, elle se faisait plus petite, plus hésitante, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la peur. Sa mère était une femme brillante, charismatique, mais profondément narcissique. Chaque conversation avec elle se terminait de la même façon. Marguerite se sentait coupable de quelque chose, même si elle ne savait pas exactement de quoi. Sa mère avait le don de retourner les situations, de se placer en victime, de faire en sorte que Marguerite se sente responsable de son bonheur, de sa santé, de son humeur. Et Marguerite, depuis l'enfance, avait appris à s'effacer pour maintenir la paix. Ce que Marguerite vivait, c'est ce que nous appelons parfois une relation à dynamique toxique. Et le mot toxique, je l'utilise avec précaution parce qu'il est souvent mal compris. Une relation toxique n'est pas nécessairement une relation avec une personne mauvaise. C'est une relation dans laquelle les dynamiques en place sont nuisibles pour l'un des participants ou pour les deux. Et souvent, ces dynamiques se sont installées il y a très longtemps, parfois avant même que nous ayons les mots pour les décrire. Laisse-moi te parler d'un concept qui m'aide beaucoup dans ma pratique et que je trouve utile à partager. C'est l'idée de la loyauté invisible. Dans chaque famille, il existe des règles non dites. Des façons d'être, de se comporter, de pincères qui sont transmises de génération en génération sans jamais être expliquées. Et l'une de ces règles non dites dans beaucoup de familles, c'est la suivante. Tu ne trahis pas la famille, tu ne parles pas de ce qui se passe à l'intérieur, tu ne t'éloignes pas.
tu restes. Cette loyauté est profondément humaine, elle a une fonction, elle crée de la cohésion, de l'appartenance, un sentiment d'identité partagée. Mais quand elle devient aveugle, quand elle exige que tu te sacrifies toi-même pour maintenir une apparence de normalité, elle cesse d'être une force et devient une prison. Et c'est là que commence la souffrance silencieuse. Parce que tu te retrouves tiraillé entre deux besoins également légitimes. Le besoin d'appartenance, de lien, d'amour familial et le besoin de te protéger, de te respecter, de vivre en accord avec toi-même. Et tant que tu ne peux pas reconnaître ces deux besoins sans en sacrifier un au profit de l'autre, tu restes coincé dans une douleur que tu ne comprends pas tout à fait. Maintenant, parlons de quelque chose de concret. Comment reconnaître qu'une relation familiale est devenue véritablement nuisible? Quels sont les signaux, les indicateurs, les signes que quelque chose ne va pas? Le premier signe, et c'est souvent le plus discret, c'est ce que j'appelle le soulagement de l'absence. Tu remarques que tu te sens mieux quand cette personne n'est pas là, que les jours qui précèdent une visite familiale sont marqués par une anxiété sourde, que le lendemain d'un repas de famille, tu as besoin de plusieurs jours pour récupérer émotionnellement. Ce soulagement n'est pas de l'indifférence, c'est un signal de ton système nerveux qui te dit quelque chose dans cette relation me coûte énormément. Le deuxième signe, c'est la modification de soi en présence de l'autre. Tu n'es plus tout à fait toi-même quand tu es avec cette personne, tu surveilles tes mots, tu retiens tes émotions, tu joues un rôle, tu deviens plus petit, plus prudent, plus contrôlé. Et tu réalises qu'une grande partie de ton énergie est consacrée non pas à être présent, mais à te protéger. Le troisième signe, c'est ce que j'appelle le cycle sans fin. Tu essayes de parler, ça se passait mal, tu t'éloignes un peu, tu culpabilises, tu reviens. Ça se passe bien pendant un moment, puis les mêmes schémas réapparaissent et tu te retrouves à espérer que les choses changent, tout en sachant quelque part au fond de toi qu'elles ne changent pas vraiment. Ce cycle, cette répétition est l'un des signes les plus clairs qu'une dynamique est profondément ancrée et difficile à transformer. Le quatrième signe, et celui-ci est peut-être le plus douloureux, c'est l'impact sur ta santé. Pas seulement ta santé émotionnelle, mais ta santé physique. Des troubles du sommeil, des tensions dans le corps, des maux de tête et des problèmes digestifs. Notre corps garde la trace de ce que notre esprit essaye de minimiser. Et quand il commence à parler, il vaut mieux l'écouter. Si tu reconnais certains de ces signes dans ta propre vie, je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas en train de dramatiser, tu n'es pas trop sensible. Et tu n'es pas en train de trahir ta famille en le reconnaissant. Tu es simplement en train de voir la réalité avec un peu plus de clarté et c'est un acte de courage. Si ce contenu t'aide à mettre des mots sur ce que tu ressens, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer ce chemin ensemble. Ces sujets méritent d'être explorés avec soin et je suis là pour ça. Continuons. Nous avons parlé des signaux. Maintenant, parlons de quelque chose de plus profond. Pourquoi est-ce si difficile de s'éloigner d'une relation familiale qui nous fait du mal? La réponse courte est c'est l'attachement. Mais l'attachement, c'est bien plus complexe que simplement aimer quelqu'un. Depuis les travaux de John Bowlby dans les années 50 et 60, nous savons que les êtres humains sont biologiquement programmés pour s'attacher. L'attachement n'est pas un choix. C'est un besoin fondamental aussi primaire que la faim ou la soif. Et nos premières figures d'attachement, ce sont nos parents, nos frères, nos sœurs, les membres de notre famille proche. Ce qui rend les choses particulièrement complexes, c'est que nous pouvons nous attacher même à des personnes qui nous font du mal. En fait, la recherche en psychologie nous montre quelque chose de contre-intuitif. Parfois, la relation d'attachement avec une figure parentale difficile est encore plus forte, encore plus tenace que celle avec une figure parentale bienveillante. Parce que quand l'amour est imprévisible, quand il est parfois présent et parfois absent, notre système d'attachement reste en alerte permanente, toujours à chercher, toujours à espérer. C'est ce qu'on appelle parfois le renforcement intermittent. Et c'est un mécanisme puissant. Imagine un enfant dont le parent est parfois chaleureux, attentif, aimant et parfois froid, distant, critique ou blessant. Cet enfant ne peut pas simplement décider de ne plus aimer ce parent. Au contraire, il va redoubler d'efforts pour comprendre, pour s'adapter, pour mériter l'amour dans ses bons jours. Et cet enfant, il est souvent encore là, à l'intérieur de l'adulte que tu es devenu, cherchant toujours à mériter, à comprendre, à réparer. Voilà pourquoi s'éloigner d'un membre de la famille toxique ne ressemble pas à quitter un ami ou un collègue difficile. Ça ressemble à arracher quelque chose qui fait partie de toi. Parce que d'une certaine façon, c'est ce que c'est. Ces relations ont façonné qui tu es. Elles ont contribué à construire ton sens de toi-même, même si cette construction a parfois été douloureuse.
Et c'est pour ça que la culpabilité est si présente dans ces situations. La culpabilité, c'est le gardien de la loyauté invisible dont je te parlais tout à l'heure. Elle dit, tu n'as pas le droit de t'éloigner. Elle dit, tu es égoïste. Elle dit, tu vas briser la famille. Elle dit, après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Et face à cette culpabilité, beaucoup de personnes cèdent, elles reviennent. Elles s'excusent d'avoir osé mettre des limites. Elles minimisent leur propre douleur. Et le cycle recommence. Je pense à un homme que j'appellerai Thomas. La quarantaine, père de 2 enfants, un homme doux et attentionné dans sa propre famille. Il venait me voir parce qu'il avait des crises d'angoisse récurrentes, sans raison apparente selon lui. Mais quand nous avons commencé à parler, j'ai découvert que ces crises coïncidaient presque toujours avec des moments liés à son frère aîné. Un frère qui le rabaissait depuis l'enfance, qui minimisait ses réussites, qui utilisait l'humour pour blesser et qui, quand Thomas réagissait, lui reprochait d'être trop susceptible. Thomas avait essayé plusieurs fois d'en parler avec son frère. Les conversations s'étaient toujours mal terminées. Son frère niait et retournait la situation ou faisait appel à leur mère pour qu'elle intervienne et rétablisse la paix. Et leur mère, bonne âme mais évitante, demandait toujours à Thomas de faire un effort, de ne pas créer de tension, de comprendre que son frère avait eu une vie difficile. Thomas était épuisé. Mais il ne pouvait pas imaginer couper le contact avec son frère parce que ça aurait signifié blesser sa mère, perturber les réunions familiales, être celui qui a brisé la famille. Alors il continuait et son corps, lui, avait décidé de parler à travers ses crises d'angoisse. Ce que Thomas vivait, c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent en silence. Cette impossibilité de partir, pas parce qu'on n'en a pas envie, mais parce qu'on ne se croit pas autorisé à le faire. Alors je veux te poser une question. Pas pour que tu y répondes à voix haute, mais pour que tu la gardes avec toi. Est-ce que tu t'accordes le droit de te protéger? Est-ce que tu crois vraiment que ta douleur compte autant que la paix familiale? Parce que c'est souvent là que tout se joue, dans cette croyance profonde, parfois inconsciente, et que notre bien-être est moins important que la cohésion du groupe. Que nous devons nous effacer pour que les autres aillent bien, que notre rôle dans la famille, c'est d'absorber, de pacifier, de tenir. Et si tu te reconnais dans ces mots, je vais te dire quelque chose avec beaucoup de douceur. Ce n'est pas de ta faute. Ces croyances se sont installées très tôt, souvent avant même que tu aies la capacité de les questionner. Elles font partie de ce que tu as appris à être pour survivre dans ton environnement familial. Mais elles ne sont pas une vérité absolue et elles peuvent être remises en question. Parlons maintenant de quelque chose qui est souvent mal compris, la différence entre couper le contact et mettre des limites. Parce que ce ne sont pas la même chose et il est important de le clarifier. Mettre des limites, c'est dire je suis là, je suis dans cette relation, mais il y a des choses que je ne suis plus prêt à accepter. C'est dire, je ne participerai plus à ces conversations qui me blessent. C'est dire, je réduirai la fréquence de nos contacts. C'est dire, quand tu me parles de cette façon, je quitte la pièce. Les limites sont une façon de rester dans la relation tout en se protégeant et elles sont souvent la première étape, la plus naturelle, la plus sage. Couper le contact, c'est autre chose. C'est décider de ne plus avoir de relation du tout, au moins pour un temps. Et cette décision, quand elle arrive, n'arrive généralement pas du jour au lendemain. Elle arrive après que les limites ont été posées et ignorées, après que les tentatives de dialogue ont échoué, après que les espoirs de changement se sont éteints l'un après l'autre. Elle arrive quand on réalise que la seule façon de se préserver, c'est de s'éloigner complètement. Et c'est là que la question du titre prend tout son sens. Quand couper le contact ? Qu'est-ce qui révèle cette décision de toi ? Je vais te donner ma réponse et elle est peut-être différente de ce que tu attends. Couper le contact révèle que tu as commencé à te traiter avec la même dignité que tu traites les autres. Ça révèle que tu as compris que l'amour ne justifie pas la maltraitance, que le lien du sang ne donne à personne le droit de te diminuer, de te manipuler, de te blesser répétitivement. Ça révèle que tu as choisi ta santé, ta paix intérieure, ton intégrité, non pas par égoïsme, mais par respect de toi-même. Et ça révèle aussi quelque chose de plus subtil. Ça révèle que tu as accepté une vérité difficile. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu ne peux pas réparer une relation si l'autre personne ne reconnaît pas qu'il y a quelque chose à réparer. Tu ne peux pas construire un pont si l'autre personne ne veut pas traverser. Cette acceptation, elle est douloureuse. Elle ressemble parfois à un deuil, parce que c'en est un. C'est le deuil de la relation qu'on aurait voulu avoir, de la famille qu'on aurait mérité d'avoir. Et ce deuil est réel, il est légitime et il mérite d'être traversé avec toute la tendresse dont tu es capable envers toi-même. Si tu es en train d'écouter ceci et que tu te sens touché par ces mots, je t'invite à prendre un moment pour respirer. Pose une main sur ta poitrine si tu le veux et rappelle-toi que ce que tu ressens, c'est valide.
que tu n'es pas seul dans cette expérience et que le fait d'être là, d'écouter, de chercher à comprendre, c'est déjà un acte de courage. Et si ce contenu t'apporte quelque chose, pense à t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire ensemble. Abordons maintenant un aspect que je trouve particulièrement important et qui est souvent négligé dans les discussions sur ce sujet. C'est la question de la culpabilité et comment la transformer. Nous avons déjà parlé de la culpabilité comme gardienne de la loyauté familiale, mais je veux aller plus loin parce que la culpabilité dans ces situations a une texture particulière. Elle n'est pas simple. Elle est mélangée à d'autres émotions, à de la tristesse, à de la colère, à du soulagement parfois, et ce mélange peut être très désorientant. Voici quelque chose que j'observe souvent dans ma pratique. Quand une personne prend la décision de couper le contact avec un membre de sa famille, elle ne se sent pas libérée immédiatement. Au contraire, les premières semaines, parfois les premiers mois, peuvent être parmi les plus difficiles parce que la culpabilité monte. Les doutes arrivent, les questions s'accumulent. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'exagère? Est-ce que je vais le regretter? Et si cette personne était malade, en difficulté, si elle avait besoin de moi, ces questions sont normales, elles font partie du processus et elles ne signifient pas que tu as fait le mauvais choix. Elle signifiait que tu es une personne qui aime, qui ressent, qui se soucie des autres, et ça c'est une qualité, même si dans ce contexte ça te fait souffrir. La culpabilité saine, c'est celle qui nous dit que nous avons fait quelque chose de contraire à nos valeurs. Elle nous invite à réparer, à nous excuser, à changer de comportement. Elle est utile, elle est informative. Mais la culpabilité dont nous parlons ici est souvent différente. C'est ce que certains psychologues appellent la culpabilité induite. Une culpabilité qui a été installée de l'extérieur, souvent par la personne même qui nous a blessés ou par le système familial dans son ensemble. C'est la culpabilité qu'on ressent non pas parce qu'on a mal agi, mais parce qu'on a osé se protéger. Et cette distinction est fondamentale. Comment distinguer l'une de l'autre? Voici une façon simple d'y réfléchir. Demande-toi si un ami proche me décrivait exactement ce que j'ai vécu et me disait qu'il a décidé de s'éloigner de cette personne. Est-ce que je lui dirais qu'il a mal agi? Est-ce que je lui dirais qu'il est égoïste, qu'il est cruel, qu'il devrait revenir? Ou est-ce que je comprendrais? Est-ce que je validerais sa décision? Souvent, nous sommes beaucoup plus sévères envers nous-mêmes qu'envers les autres. Nous nous accordons beaucoup moins de compassion. Et c'est précisément là que se trouve le travail intérieur le plus important. Apprendre à se traiter soi-même avec la même gentillesse qu'on offrirait à un ami. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui me semble particulièrement juste dans ce contexte. Elle dit « Prendre soin de soi n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité. » Parce que quand tu vas bien, quand tu es en paix, quand tu n'es pas épuisé par des relations qui t'évident, tu as beaucoup plus à donner aux personnes qui comptent vraiment dans ta vie. À tes enfants, à ton partenaire, à tes amis, à toi-même. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le paradoxe de l'amour dans les relations difficiles. Parce qu'il y a quelque chose d'apparemment contradictoire dans tout ça, et je veux le nommer clairement. On peut aimer quelqu'un et choisir de ne plus le voir. Ces deux choses ne sont pas incompatibles. On peut avoir de la tendresse pour un parent, comprendre que cette personne a elle-même souffert, reconnaître ses qualités et en même temps reconnaître que la relation est trop coûteuse pour être maintenue. L'amour ne disparaît pas nécessairement quand on s'éloigne, il change de forme. C'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à accepter. Parce que dans notre culture, nous avons tendance à penser que l'amour signifie la présence, le contact, la proximité. Mais l'amour peut aussi signifier « je t'aime assez pour ne pas te laisser continuer à me blesser ». Je t'aime assez pour être honnête sur ce que cette relation est devenue. Je t'aime assez pour ne pas prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Et parfois, l'éloignement est aussi un cadeau fait à l'autre personne. Parce qu'en restant dans une relation dysfonctionnelle, en continuant à absorber, à minimiser, à pardonner sans condition, nous permettons parfois à l'autre de ne jamais être confronté aux conséquences de ces comportements. Notre présence, paradoxalement, peut être ce qui empêche le changement. Je pense à une autre personne que j'appellerai Élise. Elle avait une relation très difficile avec sa sœur, une relation marquée par la jalousie, les manipulations, les crises de colère. Pendant des années, Élise avait tout fait pour maintenir la paix. Elle s'excusait quand elle n'avait rien fait de mal, elle minimisait les comportements de sa sœur auprès de sa famille, elle était toujours disponible et toujours là. Quand elle a finalement décidé de prendre de la distance, sa sœur a d'abord réagi très mal. Il y a eu des messages accusateurs, des appels à leur famille pour qu'elle intervienne, des tentatives de culpabilisation. Et puis après plusieurs mois, quelque chose d'inattendu s'est produit. La sœur d'Élise a commencé une thérapie, elle a commencé à travailler sur elle-même. Les choses ne sont pas devenues parfaites, loin de là.
Mais quelque chose avait bougé. Et Élise m'a dit quelque chose de beau lors d'une de nos séances. Elle m'a dit « Je crois que mon départ lui a montré qu'il y avait des limites à ce qu'elle pouvait faire sans conséquence. » Et peut-être que c'était la chose la plus aimante que je pouvais faire. Je ne t'ai dit pas que ça se passe toujours comme ça. Parfois, l'éloignement ne changeait rien. Parfois, la relation ne se répare jamais. Et c'est aussi une possibilité qu'il faut être prêt à accepter. Mais ce que je veux te dire, c'est que couper le contact n'est pas forcément définitif. Ce n'est pas nécessairement une porte fermée à jamais. C'est parfois une pause nécessaire. Un espace pour souffler, pour guérir, pour voir les choses avec plus de clarté. Et cette pause peut durer quelques mois, quelques années ou toute une vie. Il n'y a pas de règle. Il n'y a que ce qui est juste pour toi. Continuons notre chemin ensemble. Parce que nous n'avons pas encore parlé de quelque chose d'essentiel, comment prendre soin de soi pendant et après cette décision. Quand on s'éloigne d'un membre de sa famille, même si c'est la bonne décision, même si c'est nécessaire, il y a un vide qui se crée. Un vide qui peut être très déstabilisant. Parce que même une relation difficile occupait de l'espace dans ta vie, elle structurait certaines de tes journées, certaines de tes pensées, certaines de tes habitudes. Et quand elle disparaît, même si c'est avec soulagement, il faut apprendre à habiter ce nouvel espace. La première chose que je recommande toujours, c'est de ne pas rester seul avec ça, parler à quelqu'un de confiance. Un ami proche, un thérapeute, un groupe de soutien, pas pour justifier ta décision, pas pour obtenir la permission de quelqu'un, mais simplement pour ne pas porter ça tout seul. La honte prospère dans le silence. Et quand on peut mettre des mots sur ce qu'on vit, quand on peut l'entendre résonner dans l'espace entre deux personnes, ça devient un peu plus léger. La deuxième chose, c'est d'être patient avec toi-même. La guérison n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras sans paix avec ta décision et des jours où la culpabilité reviendra en force. Des jours où tu penseras à cette personne avec tendresse et des jours où la colère sera là. Tout ça est normal, tout ça fait partie du processus. Ne te juge pas pour la façon dont tu guéris. La troisième chose, c'est de réinvestir dans les relations qui te nourrissent. Parce que souvent, quand on est pris dans une relation familiale difficile, on néglige les autres liens. On a moins d'énergie, moins de disponibilité. Et une fois que cet espace s'est libéré, il y a une opportunité de cultiver des relations qui te font du bien. Pas pour remplacer ce que tu as perdu, parce que ça ne se remplace pas vraiment, mais pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui te ressemble davantage. Et la quatrième chose, peut-être la plus importante à long terme, c'est de travailler à comprendre les schémas qui se sont installés en toi à cause de cette relation. Parce que les dynamiques toxiques ne restent pas dans le passé. Elles ont tendance à se reproduire dans d'autres relations, si on ne les reconnaît pas. On peut reproduire avec un partenaire les mêmes dynamiques qu'avec un parent. On peut se retrouver à attirer des amis qui nous traitent de la même façon. Non pas par masochisme, mais parce que ces dynamiques nous sont familières. Elles correspondent à notre idée de ce qu'est une relation. Et c'est là que le travail thérapeutique peut être vraiment précieux. Pas pour ressasser le passé indéfiniment, mais pour comprendre comment il continue d'influencer le présent, pour identifier ces schémas, pour apprendre à choisir différemment. Si tu es en train d'écouter ceci et que tu te demandes si une thérapie pourrait t'aider, je t'encourage à explorer cette possibilité. Pas parce que quelque chose ne va pas chez toi, mais parce que tu mérites d'avoir un espace sûr pour explorer tout ça. Un espace où tu peux être entièrement toi-même sans avoir à te surveiller, sans avoir à gérer les réactions de l'autre. Pause. Si ce contenu résonne avec toi, si tu te reconnais dans ces histoires ou dans ces réflexions, je t'invite à laisser un commentaire. Dis-moi ce qui t'a touché, ces conversations sont importantes et ta voix compte. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne manquer aucun épisode. Je veux maintenant aborder un aspect que je considère comme l'un des plus délicats de ce souhait. C'est la question de ce que couper le contact dit de toi, non pas aux yeux des autres, mais à tes propres yeux, parce que l'une des grandes peurs dans cette décision, c'est de se voir soi-même différemment, de se voir comme quelqu'un de dur, d'insensible, d'ingrate. Et cette peur est souvent alimentée par le regard des autres, par les membres de la famille qui ne comprennent pas, par les amis qui pensent que tu exagères, par une société qui valorise le pardon inconditionnel et la réconciliation à tout prix. Mais voici ce que j'ai observé au fil des années et des consultations. Les personnes qui prennent la décision de couper le contact ne sont généralement pas des personnes dures ou insensibles. Ce sont souvent les personnes les plus sensibles, les plus empathiques, les plus loyales. Ce sont des personnes qui ont essayé longtemps, très longtemps, avant d'arriver là. Des personnes qui ont souffert en silence, qui ont pardonné à plusieurs reprises, qui ont espéré, qui ont tendu la main encore et encore.
Et quand elles prennent finalement cette décision, ce n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de survie. Et parfois, c'est aussi un acte de sagesse. Il y a quelque chose que j'aime dire à mes patients dans ces moments-là. Je leur dis, la façon dont vous vous traitez vous-même est aussi importante que la façon dont vous traitez les autres. Et si vous apprenez à vous traiter avec la même dignité et le même respect que vous offrez aux personnes que vous aimez, quelque chose va changer dans votre vie. Pas seulement dans cette relation, mais dans toutes vos relations. Parce que quand tu commences à te respecter vraiment, quand tu commences à croire que tu mérites d'être traité avec soin, les choses que tu acceptes changent, les personnes que tu laisses entrer dans ta vie changent, et la façon dont tu te vois toi-même change. C'est ça le vrai cadeau caché dans cette décision difficile, pas l'absence de l'autre, mais la présence plus entière de toi-même. Parlons maintenant de quelque chose qui me tient à cœur. La question du pardon, parce que beaucoup de personnes, quand elles pensent à couper le contact, se demandent « est-ce que ça signifie que je ne pardonne pas ?» Est-ce que s'éloigner, c'est refuser de pardonner? Et ma réponse est non, absolument non. Le pardon et la présence dans la relation sont deux choses distinctes. On peut pardonner à quelqu'un et choisir de ne plus le voir. On peut libérer la rancœur, lâcher la colère, cesser de vouloir que les choses aient été différentes et en même temps décider que cette personne n'a plus de place dans ta vie quotidienne. Le pardon, dans sa forme la plus profonde, n'est pas un cadeau qu'on fait à l'autre, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est se libérer du poids de la rancœur, de l'amertume, du ressentiment. C'est arrêter de laisser cette personne, même absente, continuer à occuper une place toxique dans ton esprit. Et le pardon ne signifie pas oublier, il ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Il ne signifie pas que tu dois te réconcilier ou remettre cette personne dans ta vie. Il signifie simplement « je ne veux plus porter ce poids, je choisis de me libérer ». C'est un processus bien sûr. Le pardon ne se décide pas du jour au lendemain. Il se construit progressivement, souvent avec de l'aide. Et il n'est pas linéaire, il y a des jours où on se croit arrivé et des jours où la colère revient. C'est normal. C'est humain, mais l'intention de pardonner, même quand on n'y est pas encore tout à fait, est déjà une forme de liberté. Je veux aussi te parler de quelque chose que j'appelle la reconstruction de l'identité après l'éloignement familial, parce que nos familles jouent un rôle central dans la construction de qui nous sommes. Elles nous donnent un nom, une histoire, un sentiment d'appartenance, et quand on s'éloigne d'une partie de cette famille, on peut se retrouver à se demander « qui suis-je en dehors de tout ça ? Qui suis-je sans ce rôle que j'ai joué dans ce système ?» C'est une question qui peut être déstabilisante, mais c'est aussi une question extraordinairement libératrice. Parce qu'elle t'invite à te définir toi-même peut-être pour la première fois, pas en fonction de ce que ta famille attend de toi, pas en fonction du rôle qu'on t'a assigné depuis l'enfance, mais en fonction de ce que tu es vraiment, de ce que tu values, de ce que tu veux construire. Certaines personnes, après s'être éloignées d'une relation familiale toxique, découvrent des aspects d'elles-mêmes qu'elles ne connaissaient pas. Des intérêts, des désirs, des capacités qui étaient étouffées par la dynamique familiale. Elles découvrent qu'elles aiment des choses que leur famille désapprouvait, qu'elles pensent différemment de ce qu'on leur avait appris à penser, qu'elles sont capables de relations saines, de joie, de légèreté. Cette découverte peut être enivrante. Et elle peut aussi être accompagnée d'un certain deuil parce qu'on réalise tout ce qu'on aurait pu être plus tôt si les circonstances avaient été différentes. Mais il vaut mieux commencer à être soi-même maintenant que de continuer à ne jamais l'être, comme disait quelqu'un de sage. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Nous approchons de la fin de notre conversation d'aujourd'hui et je veux prendre le temps de récapituler les points essentiels que nous avons traversés ensemble. Parce que je sais que parfois, quand on est au milieu d'une période difficile, les idées se mélangent et il est utile d'avoir quelques encres claires. Nous avons parlé du fait qu'une relation familiale saine repose sur le respect mutuel, la possibilité d'exprimer ses émotions, la réciprocité et la capacité de réparer. Et que quand ces piliers sont absents, quelque chose se fissure en nous. Nous avons parlé de la loyauté invisible, ces règles non dites qui nous demandent de nous sacrifier pour maintenir la cohésion familiale et comment cette loyauté peut devenir une prison. Nous avons parlé des signaux qui indiquent qu'une relation est devenue nuisible, le soulagement de l'absence, la modification de soi en présence de l'autre, le cycle sans fin de tentatives et d'échecs et l'impact sur la santé physique et émotionnelle. Nous avons exploré pourquoi il est si difficile de s'éloigner à cause de l'attachement profond, du renforcement intermittent et de la culpabilité induite qui nous fait croire que nous n'avons pas le droit de nous protéger. Nous avons fait la distinction entre mettre des limites et couper le contact et nous avons vu que la deuxième option arrive généralement après que la première a été ignorée à plusieurs reprises.
Nous avons parlé du paradoxe de l'amour, cette réalité que l'on peut aimer quelqu'un et choisir de ne plus le voir, que l'éloignement peut être un acte d'amour pour soi et parfois pour l'autre. Nous avons exploré comment prendre soin de soi pendant et après cette décision, ne pas rester seul, être patient avec le processus, réinvestir dans les relations nourrissantes et travailler à comprendre les schémas, intérioriser. Et nous avons parlé du pardon, de la reconstruction de l'identité et de la liberté qui peut naître de cette décision difficile. Tout ça pour te dire une chose, et je veux que tu l'entendes vraiment. Couper le contact avec un membre de ta famille n'est pas un échec. Ce n'est pas une preuve que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas une trahison. C'est parfois la décision la plus courageuse, la plus honnête, la plus aimante que tu puisses prendre pour toi et parfois pour l'autre. Et ce que cette décision révèle de toi, c'est que tu as commencé à croire que tu mérites d'être traité avec dignité, que tu as compris que l'amour ne justifie pas la souffrance, que tu as choisi peut-être pour la première fois de te mettre de ton côté. Et ça, c'est le début de quelque chose de beau. Je veux terminer avec une image. Imagine un arbre qui a grandi dans un endroit difficile. Un endroit où le sol n'était pas toujours nourrissant, où le vent soufflait fort, où la lumière n'arrivait pas toujours. Cet arbre a quand même poussé. Il a développé des racines solides, peut-être plus profondes que si les conditions avaient été faciles, et un jour, cet arbre décide de se pencher vers la lumière. Pas parce qu'il renie le sol dans lequel il a grandi, mais parce qu'il a besoin de lumière pour continuer à vivre. Tu es cet arbre et tu as le droit de te pencher vers la lumière. Je suis reconnaissant de t'avoir accompagné jusqu'ici. Ces sujets ne sont pas faciles à aborder et le fait que tu sois là, que tu écoutes, que tu cherches à comprendre dit beaucoup de bien de toi. Ça dit que tu prends ta vie intérieure au sérieux, que tu t'accordes de l'importance et c'est déjà un acte de santé. Si ce contenu t'a été utile, si une phrase t'a touché, si une histoire t'a aidé à mettre des mots sur quelque chose que tu vivais, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que ces conversations ont besoin de circuler, parce que trop de personnes souffrent en silence, convaincues qu'elles sont seules à vivre ça. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire. Parce que nous avons encore beaucoup de chemin à faire ensemble, des sujets sur l'estime de soi, sur les émotions difficiles, sur les relations, sur la façon de vivre plus en accord avec soi-même. Des sujets qui méritent d'être explorés avec soin, avec honnêteté, avec la conviction que chacune d'entre nous peut grandir, changer et trouver un peu plus de paix. Prends soin de toi. Et on se retrouve dans le prochain épisode.